Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vivre Autrement en communauté. Je m'appelle Siam et je suis l'animatrice de la communauté Vivre en Habitat Participatif sur Facebook. Je suis également la fondatrice du site vivreenécolieu.fr. Ce site regroupe un max d'infos pour envisager sa vie sous un nouvel angle. Vous pouvez me retrouver sur Facebook sur le groupe privé Vivre en Habitat Participatif. On est déjà presque 12 000. J'ai créé cette chaîne car j'avais envie d'en apprendre plus sur les vies alternatives, d'aller à la rencontre de ceux qui vivent autrement et font communauté. Et ensuite venir ici vous partager tout ce que j'ai appris directement avec vous. N'hésitez pas à soutenir ma chaîne en vous abonnant et en laissant un commentaire, c'est plus sympa. Et vous pouvez également m'aider en partageant un max auprès de vos amis. Donc on va commencer, il est temps de ne plus être spectateur et d'entrer dans l'action pour donner plus de sens à votre vie en rejoignant la communauté. Pour tout vous dire, moi j'ai du coup invité Céline ce soir parce que on a eu l'occasion de discuter, on se connaît un petit peu, enfin pas beaucoup mais un petit peu en dehors de voilà, de la vie de tous les jours. On se croise de temps en temps à l'espace de coworking. On se connaissait du collège, mais voilà. Et on avait, enfin moi j'ai souhaité lui poser des questions. Alors c'est très très égoïste, hein, par rapport voilà au sujet des enfants dans les communautés, etc. Parce que c'est des questions que je me pose moi par rapport à ma situation avec les enfants, avec mes enfants. Et donc, je me suis dit, eh bien, plutôt que de discuter que toutes les deux, on va en discuter avec d'autres parce que je pense qu'on a tous les mêmes questionnements. Voilà, donc on va commencer. Donc merci Céline d'avoir accepté d'être là ce soir avec nous. Est-ce que Merci tu à peux toi de m'avoir te invitée. bah, écoute, cool. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire, bah, qui tu es et puis surtout ce que c'est qu'être, praticienne en hypnothérapie Ouais, ou voilà, explique-nous. voilà, je vais revenir sur ces points. Déjà bonsoir à tout le monde. Merci d'être présent pour cet échange. Donc du coup, je m'appelle Céline Préère. En fait, je suis praticienne en hypnose et psychopraticienne. Je travaille exclusivement avec les enfants, les adolescents et leurs familles. Je suis moi-même maman aussi, d'un jeune garçon qui va avoir 10 ans au mois de mai et je suis belle-maman aussi, d'un petit garçon de 7 ans. Alors, on va revenir sur les notions effectivement de psychopraticienne et de praticienne en hypnose. En fait, moi, à l'origine, je suis praticienne en hypnose ericksonienne, donc et je suis spécialisée vraiment pour accompagner les enfants et les ados. En plus de ce cadre, en fait, j'ai ajouté d'autres outils d'accompagnement. Je me suis formée notamment au développement de l'enfant et de son cerveau, ce qui est super important, on y reviendra tout à l'heure. Et j'utilise aussi des outils de psychoéducation, de systémie. C'est-à-dire que dans les accompagnements que je propose pour les enfants et les ados, bah, en fait, on inclut toute la famille. J'aime bien donner un espèce de petit exemple pour expliquer un petit peu ce que c'est la systémie. C'est de prendre, vous voyez, un mobile qu'on va mettre au-dessus d'un lit, en fait. En gros, bah voilà, il y a plein d'éléments qui sont reliés par des fils. Et en fait, bah, ça bouge. Et bah, quand il y en a un élément qui bouge, bah, il y a tous les autres qui suivent le mouvement. Donc c'est un peu comme ça que fonctionne une famille. Et du coup, il y a un équilibre qui se crée dès qu'il y a un élément qui change. Donc voilà, être psychopraticienne, ça inclut bah, tout ce cadre-là et tous ces outils que j'utilise. OK, super. Et du coup, est-ce que tu peux, juste avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, nous en dire un peu plus sur, le développement de l'enfant? Enfin voilà, qu'on voit un petit peu, Ouais. enfin de quoi on parle du coup De quand on quoi on parle de parle? développement de l'enfant? Bah, c'est super chouette de pouvoir évoquer ce sujet-là, Siam, parce que pour moi, ça me paraît vraiment primordial. C'est vraiment les bases, en fait. Hem, pour commencer, en fait, on va juste rapidement parler du cerveau de l'enfant. Pour moi, c'est vraiment la base de la compréhension, comme je disais et malheureusement, en fait, quand on devient parent, on n'a pas accès à ces informations-là, à part, si on va chercher nous-mêmes. Les neurosciences sont vraiment fabuleuses. Il y a plein de choses à comprendre si on met un peu le nez dedans, mais c'est vrai qu'il y a un peu à boire et à manger sur internet. Alors rapidement, pour expliquer un petit peu, dans notre cerveau, en fait, il y a 3 cerveaux. Le cerveau archaïque ou le cerveau reptilien, qui va se développer en premier, c'est celui, bah, qui nous permet de respirer, de dormir, bah, qui s'occupe de notre rythme cardiaque, ou alors de réguler notre température, mais c'est aussi lui qui est responsable de nos comportements, instinctifs. Tout ce qui va être, attaque et fuite en cas de danger. Genre, bah, avant, à l'époque, il y a
nos ancêtres dans les cavernes, quand il y avait un bruit, ça leur permettait de se réveiller et de pas se faire manger par un prédateur. Donc c'était assez utile. Et puis pour nous, tout simplement, on traverse la rue, on entend un crissement de pneus, ça nous permet de réagir tout de suite face au danger. Le deuxième cerveau, entre guillemets, ça va être le cerveau émotionnel ou le système limbique. Donc comme son nom l'indique, le cerveau émotionnel, ça va être la capacité à ressentir les émotions. Et on va y revenir bien évidemment plus tard. Les émotions de base, on les connaît tous, c'est la joie, la peur, la tristesse, la surprise, le dégoût. J'en ai oublié une, je crois. Alors, je sais plus, mais en gros, voilà, c'est toutes ces émotions-là de base qui évidemment ont des nuances. C'est un peu comme si on avait des catégories en dessous de chaque émotion, avec des nuances par rapport à ces émotions-là. Le cerveau limbique, en dehors des émotions, il va aussi nous permettre de sentir l'agréable et le désagréable. Et il va aussi nous permettre d'apprendre. Et puis, la dernière partie qui est aussi super importante, donc la troisième partie du cerveau, qu'on va appeler le cerveau supérieur ou le néocortex, qui lui est divisé en différents lobes. Alors, on va pas revenir dessus, parce que on pourrait avoir toute une année sur le cerveau. Mais ce dernier cerveau, en fait, il nous permet d'accéder à des fonctions cognitives supérieures, comme la conscience, le langage, la capacité d'apprentissage, les commandes motrices volontaires, voilà, je bouge les bras, mais aussi le raisonnement, la créativité, la planification et la conscience de soi. Alors, ce qui va nous intéresser, en fait, dans cette dernière partie de cerveau, ça va être le cortex préfrontal. Pourquoi ça nous intéresse aujourd'hui, dans ce webinaire spécialement? Eh bien, parce que c'est les dernières structures à devenir matures. En fait, ça peut aller jusqu'à 25-30 ans pour qu'ils soient développés complètement. C'est juste hallucinant qu'on n'ait pas cette information-là, quoi, pour que tout soit bien développé. Et ce cortex préfrontal, en fait, il est utilisé dans toutes nos capacités intellectuelles. Donc, ça va être les pensées abstraites, les déductions, les maniements de nouveaux concepts, la capacité à gérer nos émotions. Donc ça, c'est super important. Capacité à gérer nos émotions, c'est réfléchir et analyser avant de réagir de manière complètement impulsive. Donc on comprend qu'un enfant de 6 ans, ça va être compliqué pour lui parce qu'il va pas avoir encore les capacités à réagir aux émotions. Voilà, sur la partie cerveau, voilà, c'est en gros c'est le cerveau archaïque et le cerveau émotionnel qui vont dominer chez l'enfant. D'ailleurs, je vous recommande pour un truc un peu plus complet, c'est dommage, je l'ai pas apporté de main, le livre du docteur Catherine Guéguen pour une enfance heureuse, qui revient de manière plus complète sur ce que je viens de vous dire avec toutes les connexions neuronales, etc. Donc après, ça nous emmène à la gestion des émotions, si on a un peu si on peut en parler aussi, si c'est OK pour toi. OK, bah oui, il y a enfin, je sais que toi, le sujet de la gestion des émotions, c'est un sujet qui, en tout cas, qui te tient à cœur, quand tu fais tes accompagnements. La question, elle est, comment nous, en tant que parents et notamment, voilà, sur des personnes qui ont, peut-être des enfin, tu vois, on parlait notamment de la transmission des valeurs, de la manière dont on accompagne, les enfants dans un projet de vie et notamment un projet de vie de vie en communauté. Mmh. Voilà, comment on peut, non pas le gérer, mais peut-être comment on peut le prendre en compte? Je sais pas si la question est claire pour toi, mais Alors voilà, comment nous, on peut l'intégrer? alors je pense que ouais, il y a plusieurs questions dans la question. Heu, le truc des émotions, c'est déjà de comprendre, en fait, comment ça marche une émotion. Heu, on n'a pas encore toutes les infos, en fait, là-dessus. On tâtonne un petit peu, mais déjà, pour nous, en tant qu'adultes, on constate que c'est pas toujours facile de gérer nos émotions qui sont fortes. Alors, comme je vous disais, imaginez ce que c'est pour un enfant dont les fonctions cognitives sont pas encore développées totalement. C'est assez complexe. Il faut savoir aussi que les neurosciences affectives ont fait beaucoup de progrès ces 15-20 dernières années, sachant que 20 ans ou 15 ans sur l'échelle scientifique, c'est rien du tout. C'est une semaine en temps normal, quoi. Évidemment, c'est du côté des États-Unis que ça se fait et du coup, ça met un peu plus de temps à arriver jusqu'à chez nous. On parle beaucoup de l'interaction parent-enfant ou la figure d'attachement, pour les enfants qui n'ont pas de parents et comment en fait nos relations, elles permettent un bon développement émotionnel et cognitif chez l'enfant. Heu, Concrètement, comment on fait pour comprendre l'émotion de nos enfants? Je dirais la première chose, c'est on écoute et on est attentif. C'est pas toujours facile, on a les bonnes vieilles méthodes, d'éducation de nos parents, de nos grands-parents qui sont bien ancrées en nous, en partie
grâce ou à cause d'ailleurs des neurones miroirs. D'une certaine manière, en fait, les neurones miroirs enregistrent les comportements des parents chez l'enfant, qui du coup va reproduire quelque chose de connu. Et parfois même 15, 20 ans ou 30 ans après. Je vous donne un exemple. On va dire, allez, maman, elle a l'habitude de répondre de manière agressive dès qu'on lui demande quelque chose. Bah, la réponse, son comportement va s'enregistrer chez l'enfant, qui reproduira potentiellement les mêmes réactions. Alors, il faut qu'il y ait de la répétition, évidemment. Hein, ça se fait pas comme ça en juste une fois parce que on va répondre de manière agressive. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, hein, mais ça résume pas mal l'idée de comment ça fonctionne. Donc, en gros, c'est soyez un exemple. Mais si vous voulez, je peux vous donner un exemple de comment on gère une émotion chez un enfant quand elle arrive. Si Ouais, ça peut être ça serait intéressant. une bonne question et alors moi, la question qui me vient, c'est là, tu parles de neurones miroirs, c'est uniquement vis-à-vis des parents ou en tout cas des voilà, des gens de la famille ou est-ce qu'on intègre en plus ces comportements des personnes qu'on côtoie? Ouais, Ça peuvent dans des être, personnes qu'on je sais pas, côtoie. Bien sûr, là ouais, aujourd'hui on parle des parents parce qu'effectivement dans le système familial, les enfants ils vont côtoyer les parents au quotidien, mais ça va se passer aussi à l'école, chez la nounou, au collège, et cetera, et cetera. Tout à l'heure, je parlais de figures d'attachement puisque parfois, bah, il y a certains enfants qui eux, bah, pour des histoires de vie, naissent orphelins ou deviennent orphelins. Dans ce cas-là, on a une figure d'attachement et ça va se produire également avec, cette figure d'attachement. d'accord, donc dans une vie, enfin, en tout cas dans des collectifs où on peut être amené à vivre, en En communauté, il y communauté. a quand même un sujet, Exactement. qui n'est pas uniquement les parents, mais aussi les membres du Les collectif. membres du système et on revient beaucoup, enfin enfin, je trouve que c'est important de vraiment de parler de ce système-là. Parce que pour le coup, c'est vraiment de vivre en communauté. C'est la même chose que la famille, quand je parlais tout à l'heure du mobile, qu'on met au-dessus Ouais. du berceau de bébé, quoi, hein. C'est que la communauté, elle va bouger, mais on y reviendra plus tard, mais la communauté, elle va bouger en fonction du système. Hem, du coup, c'est vrai que pour gérer une émotion, c'est juste un cas concret. Parce que je trouve que, souvent on peut parfois se perdre un peu dans des explications, mais ça peut être intéressant de se dire: «OK, j'ai un cas concret, qui peut se passer dans la vie de n'importe quelle famille, et comment ça se passe?» Voilà. Par exemple, on va prendre, Baptiste. Voilà, Baptiste, il a 4 ans, il se met en colère parce qu'il n'arrive pas à faire son puzzle. Bon, voilà. Bon, il déborde de colère, il jette le puzzle au visage de sa sœur, qui est en train de passer par là, il se met à pleurer, à crier, et puis, bah, si un de ses parents essaie de l'approcher, bah, il le tape ou il le mord, selon quoi. Voilà, ça c'est le cadre, de l'exemple. Heu, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors évidemment, il y a plusieurs solutions, hein, mais je peux vous proposer, moi, une sorte de parcours à étapes, avec des petits drapeaux. Il y a c'est pas l'exemple, heu, c'est un d'exemple parmi, plusieurs exemples. Déjà, nous, en fait, ce qui est important et je pense que ça, on le voit, même dans l'aspect communautaire, c'est: «OK, qu'est-ce que ça me fait à moi quand mon enfant, il est en colère?» C'est le premier point qui est juste ultra important. Est-ce que moi, ça me met aussi en colère? Est-ce que, ça me fait peur? Est-ce que ça me rend triste? Et si c'est le cas, on va tenter d'abord de réguler, nous, notre propre émotion, heu, parce que sinon, bah, on va pas pouvoir gérer la situation. Ça va être impossible. Ensuite, on va aller accueillir l'émotion. Deuxième petit drapeau, j'accueille l'émotion de l'enfant. Alors après, il y a plusieurs manières de le faire, mais on peut dire une phrase du type, heu: «Beh, je vois que tu es en colère. Peut-être même que ça te rend triste». Voilà, donc il a entendu. Ici là, notre jeune, Baptiste, il va entendre ce que son parent en fait, il est présent pour lui à ce moment-là. Ensuite, on va compatir. Mais alors quand je dis compatir, c'est on compatit pour de vrai, pas pour de faux. Le puzzle, en tant qu'adulte, on se dit: «Ouais, bon, c'est pas grave s'il a pas réussi son puzzle». Mais pour lui, c'est la chose la plus importante du monde à ce moment-là. Donc on va vraiment compatir. On pourrait lui dire, «Bah, je comprends que tu sois en colère. C'est énervant de pas réussir à faire le puzzle. C'est difficile pour toi». Alors Baptiste, après, il peut avoir, différentes réactions, hein, dont le fait de ne pas entendre ce que son parent, il va lui dire. Alors, il y a une partie de lui inconsciente qui va entendre, hein, mais en tout cas, consciemment, il va pas forcément entendre. Pour lui, à ce moment-là, il ne vit que son émotion. Il est qu'une émotion, en gros. On se souvient qu'il n'a pas les capacités, hein, le fameux préfrontal dont je parlais tout à l'heure. Donc il n'arrive pas à gérer ce truc-là. Alors dans ce cas, il y a d'autres solutions, hein, c'est de contenir l'émotion.
L'émotion, elle déborde de partout. Si on pouvait mettre quelque chose sur l'énergie, on verrait que ça serait plein de couleurs, quoi. D'ailleurs, je vous invite à vous reconnecter à une émotion et une colère très forte que vous avez eue, ou même pas forcément très forte, mais une émotion forte, et de voir ce que ça fait dans votre corps quand vous êtes en colère. C'est souvent c'est hein, je sais pas pour vous, mais c'est assez envahissant. Du coup, une des solutions, ça serait de contenir l'émotion corporelle en prenant Baptiste dans ses bras, en contenant sa colère. En général, en quelques secondes, ça se calme et ensuite on peut parler avec lui. Heu, Parfois, c'est impossible de prendre l'enfant parce que voilà, on a des enfants qui avec leurs mouvements, involontaires, vont nous mettre des coups sans faire exprès. On peut lui proposer différentes solutions pour rassurer, évacuer sa colère. Alors il y en a plein, hein, ça peut être lui demander ce dont il a besoin, hein. Un enfant, il est tout à fait capable de dire ce dont il a besoin si on prend la peine de lui demander. On peut lui proposer de taper dans quelque chose qui se casse pas, bien évidemment, on va pas prendre le super service à vaisselle. On peut lui proposer de courir, on peut lui proposer de parler, on peut lui proposer de faire un câlin, on peut lui proposer de faire un exercice de respiration en mode yoga. Moi, je sais que les enfants aiment bien, sont assez friands au cabinet du volcan de la colère que je leur apprends, c'est ludique et ils peuvent s'en servir à la maison. Enfin, soyez créatifs, quoi, hein. On est tous plein de ressources pour gérer ce truc-là. Mais c'est vrai que parfois, ça prend du temps. Ça peut être très, très long d'accompagner son enfant dans la gestion de son émotion. Mais c'est vraiment lui rendre un service pour sa vie d'adulte, hein, que de prendre ce temps-là, hein. Je ne sais pas si on a le temps, Siam, mais je pourrais vous donner un exemple de comment moi j'ai fait, parce que là je vous ai donné un cas un peu concret, mais un cas concret de comment c'est long pour gérer une émotion, mais comment on arrive à s'en sortir, parce que j'en ai vécu une avec mon fils l'année dernière, si c'est OK. Oui, vas-y, je t'en prie. En fait, c'était un événement, alors je me souviens plus de la cause de ce truc-là, je sais plus pourquoi il était en colère, mais donc il avait 9 ans, il était très en colère. Donc je fais, bah, ce que je vous dis plus haut, hein, j'accueille et puis j'empathise. Sauf que à ce moment-là, et bah, quand je l'accueille en disant: «Bah, ouais, je comprends que tu sois en colère et cetera», hop, il se met les doigts dans les oreilles. Donc il ne m'écoute plus. Il a décidé de pas m'écouter. Donc là, bah, il faut rebondir, hein. On n'a pas le choix. On peut pas forcer non plus. Je vais pas lui enlever les mains des oreilles en disant: «Hey, écoute-moi, genre, il faut que je te dise un truc». Non. Je m'approche de lui, il recule. Donc il refuse totalement, que je l'approche, que ce soit avec mon corps ou que ce soit avec la parole. Mais pour lui, c'est compliqué à gérer quand même. Donc bah, ce que je décide de faire, c'est que bah, à ce moment-là, j'aurais pu me dire: «Bah, je m'en vais, j'ai d'autres choses à faire, il faut que j'aille faire la cuisine», hein, parce que vous avez remarqué qu'évidemment, c'est toujours dans des moments où on a plein de trucs à faire. Heu, donc et je me dis: «Bah non, je vais prendre ce temps-là pour mon fils». Donc je me suis installée, dos à lui. Donc il était derrière moi, mais limite nos dos, ils se touchaient et j'ai rien dit pendant quelques secondes. Après, je me suis dit: «Je vais lui dire: "OK". Donc j'ai dit: «Mon chéri, quand tu seras prêt, tu sais que tu peux venir me faire un câlin». Donc là, en fait, je l'ai autorisé à vivre son émotion, tout seul, et je lui ai donné la possibilité derrière de décharger avec maman. Ça a été hyper long, ça a duré 20 minutes. 20 minutes, je suis restée assise comme ça, sauf que derrière, bah, ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps si j'étais partie. Parce que j'étais là quand même avec lui, j'étais présente dans la même pièce. Du coup, au bout de 20 minutes, il est venu sur mes genoux, rien dit. Moi, j'ai rien dit aussi. Dans ce cas-là, on dit rien, hein, on accueille. Il est venu pleurer dans mes bras, il a déchargé son émotion. Au moins, j'ai été présente pour lui. Et après, il a pu exprimer en disant: «Tu sais maman, tout à l'heure, c'était pas le bon moment pour moi pour parler. Mais je savais que je pourrais parler après». Et ça s'est enregistré. Et donc, ça, je me dis: «Waouh, c'est super de pouvoir exprimer ça à 9 ans». Oui. C'est-à-dire que plus tard, quand il sera plus grand, il aura intégré ça pour lui, quoi. Ah oui, Voilà, c'était complètement. le petit Ouais, bah, exemple. écoute, c'est un bon exemple. Il y a Cathy qui dit, que son ado gère avec un punching ball dans sa chambre. Ouais, carrément, ça, Heu, c'est génial le punching ball. C'est bah, absolument ouais, quoi, incroyable. ça peut C'est être, une pas très, mal très bonne alternative, hein. Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est en fait, on a le droit d'avoir envie de taper, mais on n'a pas le droit de taper les gens. oui, c'est une fille. Voilà. Mais on a le droit d'avoir envie de taper, hein, c'est primaire, hein. Quand on est énervé, on a envie de On a taper, le c'est droit de taper effectivement, on tape pas les gens, sauf si on fait du karaté, c'est mon cas, donc voilà, sauf quand on fait du j'ai le droit. karaté. Je fais du karaté avec ma fille d'ailleurs, mon ado, donc
Ah, c'est chouette. Ça, c'est le bon plan, en fait. Du coup, c'est le bon plan. Voilà, c'est ça. Alors moi, du coup, là, écoute, c'est super intéressant. Le sujet. Alors moi, on a une question peut-être plus pour la fin. Là, si on peut juste faire la transition vers justement les valeurs et comment on transmet, parce que là, tu parlais de transmission, de comment on travaille justement sur ces émotions, les neurones miroirs, etc. Et dans les collectifs, on a un gros travail, les adultes, hein, souvent c'est comme ça que ça se passe, sur la charte des valeurs. Comment on travaille ensemble parce qu'on se rend bien compte que la constitution d'un groupe, c'est quand même super important. Et là, de ce que tu nous dis, ça l'est encore plus parce que ça Bien amène sûr. aussi positive et négative pour nos enfants. Et moi, la question que je me pose, c'est comment on transmet les valeurs à nos enfants. Ça, c'est la première question. Bon, comment on peut comprendre si les enfants les suivent pas aussi, ça c'est comment on accueille ça, tu vois, en termes d'émotions. Mais Ouais, surtout, comment on peut les intégrer dans ce travail en fonction de l'étape, en fait, où ils sont. Parce qu'évidemment, un petit, tu vas pas l'intégrer de la même manière qu'un bien ado sûr. dans le travail des valeurs, et cetera. Donc je sais pas si c'est une question qui te parle et en tout cas, comment tu peux, nous donner quelques astuces? Ouais, pour les valeurs, alors les valeurs, c'est toujours un point super important, hein, dans mes accompagnements et je pense effectivement dans cet aspect communautaire. En fait, il y a un truc, c'est que en fait, nous, nos valeurs, on va pouvoir les transmettre à nos enfants de plusieurs manières et à travers nos comportements. Ça va être la principale, source entre guillemets de comment on va transférer, nos valeurs. En fait, nos enfants, c'est comme je disais, c'est des vraies éponges, hein. Ils absorbent nos comportements, ils les enregistrent et les reproduisent. Alors je sais pas si vous connaissez la pyramide d'Oedipus, c'est le niveau logique, qui est assez intéressante et qui elle-même s'est inspirée des travaux de l'anthropologue, Gregory Bateson. Donc en fait, cette pyramide, Tu elle dis se ça, pré Céline, c'est la oui, pyramide la de pyramide comment ça d'Oedipus. s'appelle? Alors DILTS. DILTS. Attends, je me note ça. Vas-y, vas-y. Après, je pourrais faire un petit récap parce qu'en OK. fait, j'ai différents outils que je pourrais faire en récap à ce moment-là qu'on Ah pourra ouais, carrément. utiliser, qui sont assez Ouais, ouais, chouettes. super. Euh, donc c'est les niveaux logiques. Donc en fait, cette pyramide, elle se présente avec différents niveaux organisés. C'est des ensembles de processus qui influent les uns les autres de manière hiérarchique en fait. Tout en bas, on va retrouver. Attends, on voit pas ma main. Voilà là. Tout en bas, on va retrouver l'environnement, ensuite les comportements, les capacités, les croyances, les valeurs, et on peut monter après encore plus haut avec l'identité et la quête de sens. Mais là, on va vraiment travailler, nous, aujourd'hui, on va vraiment plutôt aborder le sujet des valeurs. En fait, ce qu'elle nous dit, cette pyramide, c'est que tout est lié, du coup. On peut monter, on peut descendre. Nos valeurs, elles vont influencer nos croyances, qui vont influencer nos capacités, qui vont influencer nos comportements et notre environnement. Et on peut évidemment la prendre dans l'autre sens, comportement vers les capacités, vers les croyances et vers nos valeurs qui sont, elles sont profondes, hein. Les valeurs, quand on pose la question, c'est OK, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la vie et on va ressortir nos valeurs, quoi. Si je fais un focus là-dessus, c'est pas par hasard, hein, bien évidemment, c'est pour expliquer que forcément nos comportements ont une importance, puisque notre environnement va être touché, donc par effet systémique, ça va toucher nos enfants derrière. Si on prend un exemple, je sais pas, on va dire, voilà, notre valeur, toi, Siam, je te prends comme exemple, tu es devant moi, ta valeur, c'est d'être attentive à la planète. Voilà. C'est super important pour toi. C'est un truc que tu portes, que vraiment, c'est dans ton quotidien, c'est dans le top 5 de tes valeurs. Euh, du coup, on va pouvoir y lier un comportement. Là, on va prendre par exemple un des comportements qui va être lié à cette valeur-là, ça va être de mettre en place du zéro déchet à la maison, par exemple. Ça va être lié à cette valeur-là. Et ben, nos enfants, ils vont inscrire ce comportement en eux et ils vont reproduire, comme j'en parlais un petit peu plus tôt tout à l'heure, le comportement avec de la répétition. Alors, il y a aussi d'autres trucs parce que il y a pas que ce système-là. C'est euh, peut-être que ce comportement, il va pas ressortir de suite en fonction de l'âge, en fonction de si c'est un jeune enfant, si c'est un ado, si c'est un préado. Euh, et avec euh, peut-être que ça va même se manifester en fait autrement. Je m'explique.
si ça peut intégrer, l'enfant peut intégrer la valeur via les comportements que nous, on va avoir, à travers, par exemple, cet exemple-là. OK, je mets en place le zéro déchet, ça va passer par différentes étapes, pour, réussir à avoir mon comportement zéro déchet, pour accéder à ma valeur, pour la planète. Hem et bah, chez l'enfant, peut-être que ça va se traduire par d'autres comportements que lui, il va mettre en place. Pas forcément les mêmes que nous. En fait, dans le système de la famille, il y a évidemment les comportements, il y a la génétique, hein, qui joue, mais également la personnalité de chacun et ça, souvent, on l'oublie un petit peu. On a souvent tendance à dire, moi j'entends très souvent, au cabinet, «Ah bah, mon fils ou ma fille, il me ressemble ou il ressemble à son père». Bon, oui, bah, moi c'est comme moi, hein. J'ai souvenir que ma mère à plusieurs reprises, elle me disait, «Bah, je sais pas de qui tu tiens ça». Donc au début, moi je disais à ma mère: «Bah, je sais pas, moi non plus», parce que persuadée qu'il fallait forcément que je le tienne de quelqu'un. Mais en fait, je le tenais juste de personne, quoi. Moi aussi je me construis, heu, en fonction de mon interaction avec le monde. Donc les gens que je vais rencontrer, les événements ou les accidents de vie qui vont m'arriver, ça va, me générer de nouvelles croyances, de nouveaux comportements qui vont influencer. D'accord? Je sais pas si c'est très clair ce que je Oui, dis? Donc en fait, en gros, ça fait beaucoup d'ingrédients, hein. On a plein de petits ingrédients qu'on va mettre et qui vont faire que l'enfant va être la personne que lui, il est, heu et l'adulte qui va devenir aussi demain. Donc avec les valeurs de ses parents qu'il aura obtenues, avec les comportements qu'il aura pu constater, mais également, il va intégrer ses valeurs à lui et parfois, on va avoir des conflits, hein, des conflits de valeurs. Je pense que ça parle à tout le monde, hein, de oui. se dire, «Il y a telle chose qui est important pour moi, il y a aussi autre chose». Je sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? La liberté, c'est important pour moi, mais l'argent aussi. Mais sauf que l'argent, bah, c'est pas la liberté parce qu'il faut que j'aille travailler tous les jours. Donc on va avoir des conflits Mmh. parfois. Hem, alors évidemment, en dehors de nos comportements, comment on peut transférer nos valeurs à nos enfants? Ça va être avec des échanges verbaux, qui vont forcément influencer l'acquisition de nos valeurs ou non chez nos enfants. En fonction de ce qu'on va dire, eux, ils vont l'interpréter à leur manière. Ils vont recevoir l'information à travers leur grille de lecture du monde, qui va être pas forcément exactement la même que nous. Mais parler de ce qui est important pour nous et pour notre famille, ça va quand même contribuer à ancrer les valeurs fondamentales que nous, on veut transmettre, en fait, globalement. OK, Je sais pas si super, ça super répond. intéressant. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Et la question là que moi je me pose, c'est à partir de quel âge, du coup, par rapport au développement de l'enfant, on peut les intégrer justement dans un travail, de réflexion autour des valeurs et notamment sur les collectifs quand on travaille sur la charte des valeurs? Est-ce que, Alors, dès tout petit ou pas? bah, en fait, on peut intégrer les enfants dès tout petit. Alors quand je dis dès tout petit, c'est en âge, de parler, hein. Heu, Ça peut être sur des toutes petites choses, des toutes petites étapes par rapport au projet qui se construit. Hem, mais je mets quand même en garde, là-dessus parce que, c'est pas à l'enfant de porter le projet. Les parents ou le parent, parce que parent solo, parent, pas solo, c'est, lui qui va être moteur, il va être proactif du projet. Il va Mmh. vouloir porter effectivement dans ce projet, il va porter ses valeurs, il va porter plein, plein de choses, hein. Gros sac à dos à ce moment-là, hein. Donc faut quand même faire attention de se dire: «OK, dans mon projet, bah, il y a forcément mon système, donc dans mon système, il y a mes enfants, il y a potentiellement mon mari ou ma femme, il y a tout ça». Heu, Intégrer les enfants en leur donnant un peu d'autonomie sur le projet, en leur disant: «OK, hem, comment, en leur faisant confiance». En gros, c'est, hem on leur fait confiance pour de vrai. C'est-à-dire qu'on peut leur faire confiance sur certains points. Alors je sais pas lesquels parce qu'aujourd'hui je pense que c'est plus, on faudrait que j'en connaisse un peu plus. Mais sur certains points, on peut leur faire confiance pour de vrai. Parce que de toute manière, si on leur fait pas confiance et qu'on leur dit qu'on leur fait confiance, ils vont le sentir, donc ils feront pas. Du coup, on va l'autonomiser là-dessus. Hem, Après quand ils sont un petit peu plus grands, quand ils sont, jeunes enfants, pré-ado, ado, on peut y aller un petit peu plus. Mais dans la capacité de décision, ça reste quand même le parent. Mmh. On peut leur demander à nos enfants ce qu'ils en pensent. Il y a aussi ce truc de les faire participer en leur demandant: «OK, c'est quoi qui est le plus important pour toi?»
À 3 ans, quand on demande à un enfant: «C'est quoi le plus important pour toi?», ça va être ses parents. Donc ça va pas trop nous avancer sur le projet. Maintenant, leur expliquer avec des mots bien choisis ce que nous, on veut porter comme valeur dans ce truc-là, et on peut voir comment ils réagissent après. Quand ils sont tout petits, bah, ça va être plus complexe. On les emmène, hein, avec nous. Quand ils vont être plus grands, il peut y avoir une vraie réflexion et des vrais échanges à ce niveau-là. Hem, l'objectif, en fait, de ces échanges-là et de les intégrer dans ce truc-là, c'est qu'on va pas les considérer comme des adultes, on va les considérer comme leur place d'adolescent, de préadolescent ou d'enfant. Heu, mais par contre, tout ce qu'ils vont dire, aussi farfelu que ce soit, qu'on puisse entendre, de dire, mais souvent, n'importe quoi. OK, c'est pas grave. Le n'importe quoi, on se le garde pour nous. On écoute attentivement. Parce que là, ils sont en pleine expression, ils sont en pleine expérimentation. Et c'est à ce moment-là super important. Et comment en plus, alors je fais toujours le lien avec le développement, désolée, c'est un peu ma déformation professionnelle, mais waouh, leur donner la possibilité d'exprimer leurs valeurs, leurs ressentis, leurs besoins, bah, pour plus tard, ça leur donne quand même vachement de billes, quoi, hein. Ah ouais, carrément. Bon, j'ai 3 millions de questions encore, notamment, quand tu as des ados qui justement sont assez bloqués et cetera. Enfin, on va y passer la soirée sinon. Moi, ce que je peux proposer, c'est s'il y en a qui ont des questions du coup, spécifiques, voilà, puis on peut-être qu'on réorganisera un autre, un autre event pour toutes les autres questions. Mais, voilà, s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez peut-être allumer vos micros parce que voilà, c'est des sujets qui sont pas forcément évidents à traduire, à l'écrit. Dites-moi, sinon moi je les pose, hein, mais, alors, Cécile nous dit: «C'est vrai que nos enfants n'ont pas choisi de vivre en habitat participatif. Les parents le font souvent en partie pour eux, mais eux n'ont rien demandé». Oui, d'accord, donc Cécile, vit dans une, enfin, dans une coopérative, donc elle vit déjà en collectif, qu'en plus elle a cette expérience en direct. Merci. Du Mais coup, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, du coup? si je peux rebondir rapidement sur le commentaire de Cécile, oui, c'est vrai, ils ont pas choisi, mais c'est ce qu'on fait tous, en fait. De toute manière avec Mmh. nos enfants, c'est que nos enfants, ils ont pas choisi de si on remonte très loin, ils ont pas choisi de naître, ils ont pas choisi la famille dans laquelle ils grandissent, ils ont pas choisi de vivre, dans une banlieue chic, ou dans un endroit, plus difficile. Donc dans tous les cas, bah, ils suivent aussi un petit peu le mouvement. Et c'est OK ça, hein. On peut pas tout le temps, quand ils sont tout petits, leur dire de décider, hein. Et puis de toute façon, c'est pas leur rôle et ils sont trop petits pour décider, hein. On se rappelle, cortex préfrontal, ils ont pas la capacité. On les fait participer goutte à goutte, hein. C'est un peu comme si, on avait un énorme verre que nous on remplit à grands coups de cuillère à soupe et qu'eux, ils ont une toute petite pipette et tac, 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 ils remplissent, à leur, du haut de leur capacité, au moment, quoi. Et y compris pour les adolescents? Parce que quand tu dis: «Ils sont trop petits», tu parles également des Les ados petits. ou c'est Non, vraiment les ados, on peut leur laisser plus de liberté parce que de toute manière, on le voit bien même dans l'éducation classique, enfin classique, je sais pas s'il y a une éducation classique, mais les ados, plus ils grandissent, plus ils ont un besoin d'autonomie. Heu, il y a un truc, j'aime bien faire ce parallèle-là, justement, je pense que c'est intéressant de le faire avec la communauté, c'est que les adolescents, hem, si des parents sont dans un projet de communauté, les adolescents sont aussi de leur côté dans un projet de communauté. Souvent, je reçois des parents qui me disent: «Ah là là, mon enfant, il est accro à Fortnite». mmh, Sur la console. Ouais, mais en fait, Fortnite, c'est vachement bien parce qu'il y a un esprit communautaire qui est assez génial parce que ça lui permet de s'émanciper, mais d'être quand même toujours en contact avec ses parents. Donc, il apprend l'émancipation, en fait, à travers les décisions qu'on va lui permettre de prendre aussi. Encore une fois, pas sur des décisions, fondamentales, mais on le fait participer aux petites décisions qui participent au projet, en tout cas. d'accord, super, ouais, donc il y a quand même cette, notion de les intégrer, mais en leur laissant la possibilité de créer eux-mêmes leur propre, Bien sûr. enfin leur propre projet. Alors on a une question, les questions qui se posent souvent en collectif, comment les adultes qui ne sont pas les parents des enfants, peuvent interagir avec les enfants? Quelles sont les limites pour les parents, pour les enfants? Ouais, ça c'est une bonne question. Ça Ouais. pose la question de la coparentalité quelque part, Bah, dans un collectif. oui, alors c'est intéressant comme question et d'une certaine manière, je pense qu'il y a pas de bonne réponse. Heu,
parce que chacun, encore une fois, vit avec son système de valeurs et de croyances en tant que parent. Et c'est où est-ce que moi, c'est confortable pour moi de poser mes limites en tant que parent. Euh, Quelles sont les règles qui vont être appliquées aussi au groupe? Parce que effectivement, ouais, c'est ce que dit Cécile, c'est que ça peut être source de conflit en fait. Euh, j'ai envie de dire, c'est un peu la manière dans la charte de la communauté. C'est ok, comment on fait? Qui interagit? Jusqu'où on peut aller? Jusqu'où on peut se permettre d'aller avec nos enfants pour que la communauté elle se passe bien. Euh, Ça après c'est aussi un peu le libre arbitre de chacun. Hein. On peut pas vraiment euh, on peut pas vraiment répondre à la question. Enfin, j'ai pas de réponse quoi. C'est Ouais, comment moi je me positionne et comment qu'est-ce que j'ai envie d'autoriser. ouais, mais du coup, ton conseil, c'est quand même qu'on l'intègre dans la charte, enfin, en tout cas Je pense que dans. ça, ouais, moi ça me paraît primordial de. En fait, c'est comment je remets de la communication. Euh, Ouais, Parce que aujourd'hui la communication c'est juste primordial, alors surtout dans un aspect communautaire. C'est euh, comment j'ai envie de communiquer avec les autres, je sais pas comment on dit, les membres, je sais pas comment oui, oui, les autres membres les autres membres, comment j'ai envie de communiquer avec eux et quelles sont les limites à pas dépasser, euh, parce que moi mes limites ça va pas être les mêmes que mon voisin. Enfin c'est ça, c'est de se dire Oui, on c'est est ça. tous des individus à part entière et je vais pas vivre la même chose. On vient pas tous pour les mêmes raisons dans un habitat participatif. On a tous nos propres raisons, nos propres valeurs, nos propres chemins de vie. Et ben avec les enfants, c'est la même chose. C'est jusqu'où je suis prête à aller pour mes enfants et comment en fait on arrive à inscrire ça dans une charte et de se dire ok, là on peut agir, là on peut pas agir, là c'est pas de mon ressort, là c'est de mon ressort et jusqu'où moi je suis prête à aller aussi pour les enfants des autres parce qu'il y a Ouais, mes enfants, mais ouais, comment je fais aussi avec les enfants des autres, jusqu'où je suis prête à aller pour les enfants des autres. ouais, c'est une bonne question. On le voit, ouais, complètement. Et là, alors, du coup, on a une question de Marco qui dit: «Comment penser les relations des enfants entre eux en communauté et comment se mettre en accord avec les règles de vie de chacun?» Qu'effectivement, les enfants, vont pas forcément choisir les autres Ouais. enfants de la communauté et puis sur les règles de vie, bon ça, on a commencé enfin, Céline a commencé à répondre. Ouais, Donc c'est bah, tout simplement, je pense qu'il faut pas voir ça différemment des autres communautés auxquelles on est habitué. L'école, la crèche, le parc, euh, les les, vacances. les vacances, le sport en collectif. C'est la, alors, sauf que là, on va vivre les choses différemment. C'est des contextes qui sont différents. Euh, mais en soi, en fait, les règles, on a toujours des règles. Chaque environnement a ses propres règles. Elles sont primordiales, hein, ces règles. Hein. Même si on a le droit de laisser de la liberté à chacun. Mais ok, c'est quoi notre liberté à nous? Comment on fait? Donc l'interaction des enfants entre eux, je sais même pas s'il y a des questions à se poser. C'est comment eux ils vont créer des liens. Ça se fait assez naturellement. Hein. Souvenez-vous, hein, quand on a des enfants, on crée des liens super facilement. Hein. Ouais, 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 carrément. Alors, on a Lola qui nous dit: «Dans la rédaction de l'association, on a mis une personne, une voix, comprenant les enfants, mais il ne participe pas à tous les votes. Finalement, car ce n'est pas adapté, comment régir le droit de vote des enfants?» Il y a peut-être une question de développement justement, enfin de d'âge. Alors je comprends. J'ai pas bien compris la question. J'ai pas bien saisi la question. Ouais, Lola, est-ce que tu peux juste nous préciser un peu enfin, en fait, dans le fonctionnement de notamment des coopératives, en fait, on est plutôt sur un fonctionnement, de type sociocratie Ouais. où une personne, a une voix. Tu vois? C'est pas genre, Ouais. tu es un couple et tu as qu'une voix ou, en D'accord. fonction de la taille de ton appartement, je sais pas quoi Ouais, ouais, et c'est donc dans pas. les décisions de l'association, voilà, c'est une personne, une voix et du coup, les enfants peuvent avoir les voix. Mais est-ce que les enfants est-ce que vous avez mis un âge, minimum ou est-ce que tous les enfants qui sont en âge, je dirais de parler, peuvent voter? C'est ça la question de là. Parce qu'effectivement, moi, j'ai une 5 ans et une 13 ans. Bon, 13 ans, elle est en capacité, 5 ans, elle va regarder comment vote, pas, comment Bah, vote sa mère ou son père, bah, quoi. c'est ça, c'est que au Heu, même titre que est-ce que à 18 ans on est apte à voter ici chez nous pour notre pays? Il y a chaque enfant va avancer à son propre rythme.
chaque enfant va prendre ses responsabilités à son propre rythme. Il y a des personnes qui, à 13 ans, vont être capables et être en mesure de se dire: «OK, je me sens concernée par ce qui se passe dans ma communauté et j'ai envie de donner ma voix. J'ai envie qu'on entende ma voix, j'ai envie qu'on entende mon avis sur ce qui se passe». Heu et en face, on va avoir un autre gamin de 13 ans qui lui, m'en fout complètement. Heu, donc finalement, mettre un âge, est-ce que c'est cohérent? Oui, pour les règles, mais non pour, la partie humaine, en fait. Mmh. Heu, c'est toujours en fonction du développement. C'est comment on est. C'est comme se poser la question, ouais, comme ce que je disais, est-ce qu'à 18 ans, on est apte à vraiment voter et à comprendre ce qui se passe dans notre pays pour pouvoir, donner sa voix pour quelque chose? Et effectivement, il y a toujours cette partie-là de se dire: «De toute manière, j'ai l'influence de mes parents derrière, donc est-ce que je vais pas avoir tendance à faire comme mes parents?» Maintenant, on peut, imaginer, d'autres solutions, comme, donner effectivement un droit de vote aux enfants à partir d'un certain âge, je sais pas 10, 11, 12, 13, heu, qu'ils aient leurs propres conseils à eux, où ils établissent eux aussi leur sujet. J'imagine, Ouais. je dis ça en réfléchissant maintenant, voilà comme ça, hein. Ouais, c'est ce que dit, Heu, Laetitia d'ailleurs ah bah, dans j'ai le j'ai pas chat. vu. Un conseil, adulte, enfin, Ouais, ouais, un conseil pour les adultes avec pour mmh, les questions d'adultes et un conseil. J'ai je vu moi pense un que habitat c'est participatif faire ça et effectivement, les enfants avaient le choix, enfin, avaient un conseil d'enfants pour, notamment les achats de jeux extérieurs et cetera. ouais, c'est plutôt chouette en C'est plutôt fait parce que à leur niveau, ça leur fait encore une fois comme ce que je disais tout à l'heure où on saupoudre. On va saupoudrer l'autonomie des enfants pour qu'ils participent, à la charte des valeurs et cetera et cetera. Bah, là, c'est la même chose, c'est on va leur saupoudrer, on va leur donner confiance. On leur dit: «Je vous fais confiance, là-dessus, vous pouvez décider» et mais c'est, effectivement leur décision à eux collégiale qui va faire que, voilà, ils pourront décider sur certaines choses. Donc ouais, je trouve que c'est plutôt cool comme puis on est dans participation. l'apprentissage aussi. On est dans Ouais. l'apprentissage Et et qu'ils puis apprennent du coup à décider. et encore une fois, les faire participer sur des sujets qui va les intéresser, plutôt que Mmh. sur des questions de budget ou sur des questions, qui Ouais, vont pas forcément les intéresser et sur lesquelles en plus, on n'a pas envie de leur rajouter de la pression, quoi. Encore une fois, attention, on enlève ouais, la pression des enfants. C'est génial de leur donner la parole, c'est génial d'exprimer leurs émotions, de pouvoir les écouter, les accompagner. Par contre, il y a certains enfants, ils supportent pas, hein, qu'on leur demande de choisir, hein. C'est compliqué pour eux, hein. Donc on met ouais. surtout pas la pression sur des choses qui sont, du ressort des «adultes» entre guillemets. Ouais, ouais, ouais. Sur un projet de vie comme ça, aussi important, ouais, c'est quand Mmh. même, alors il y a une question de Mélanie qui dit: «Est-il préférable de privilégier la présence de plusieurs ados issus de différentes familles dans une même communauté afin qu'un ado ne se sente pas isolé?» Bon, moi, je vais répondre, la mienne, c'est hors de question qu'elle aille dans un Mmh. collectif où il y a pas d'autres enfants de son âge, hein. Bah, Voilà, c'est donc ça, je hein, sais pas ouais. si c'est la bonne réponse, mais alors elle l'a ça a été assez direct de Bah, nature. ça va dépendre des ados encore une fois, hein, chaque individu est unique et pour ça bah, mais bon, en règle générale, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, effectivement, tu viens confirmer là avec ton ado, ce que je disais tout à l'heure avec Fortnite. J'ai pris Fortnite parce que c'est à la mode en ce Ouais, moment, mais chercher l'aspect communautaire, c'est quand même un peu la recherche de l'ado parce que, en fait, l'adolescence, on oublie souvent que c'est un passage. Alors déjà, souvenez-vous, hein, l'adolescence, hein, pas facile, mmh. hein. Pense, c'est quand même, le passage de transition de l'enfant à l'adulte, hein. Donc c'est un statut un peu, pas forcément facile à vivre, où on va chercher à s'émanciper, mais on est quand même encore avec ses parents. On va chercher à faire de nouvelles connexions, nos propres connexions amicales avec d'autres personnes. Donc il y a effectivement, ouais, cet aspect de, bah, non, en fait, moi, s'il y a pas d'autres gens de mon âge, ça m'intéresse pas, quoi. Je Ouais, vais je c'est vais ça, pas aller jouer avec mes parents. Je vais pas aller échanger ouais. avec mes parents sur mes problèmes d'ado. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, tout à fait. Alors, du coup, on a Stéphanie qui nous dit: «Est-ce qu'il existe des outils pour les gestions de conflits entre enfants comme les cercles restauratifs pour les adultes et où peut-on se former si on n'est pas expert de la petite enfance?»
Moi, je suis en train de rechercher justement ça et en train de travailler sur une ressource là-dessus. Mais si Céline, tu as Bah, des outils alors particuliers. oui, alors attends, elle est où la question? Je suis en train de regarder. Des outils de gestion des conflits entre Ouais. enfants, heu, des outils de gestion des conflits entre enfants. Ouais, alors il y en a plusieurs. Heu, on peut se former, il y a un peu de tout, on peut regarder sur internet. Là, j'ai pas d'idée là comme ça, Bah, de où ouais. se Bah, dans ce former, cas-là, je suis mais en on train peut de travailler moi sur un article là-dessus. On vous fera un retour parce que et effectivement, bah oui. c'est un sujet. Plus les cercles restauratifs, ils sont utilisés en école démocratique, donc avec les enfants, ça passe très bien, si c'est adapté. Ah, Bah, tu l'as déjà testé, toi, Lola, du coup? Ouais, Tu l'as déjà vu ouais. tester? D'accord, parce que c'est quand même déjà c'est pas évident à utiliser déjà en tant qu'adulte. Alors, je me dis en tant Ouais, mais qu'enfant, ça doit être. c'était vraiment une version plus simple, avec les différentes étapes, mais avec des mots simples et c'était D'accord. bien intégré par les enfants, ils s'en saisissaient eux-mêmes et la première, c'était un éduc que j'avais vu et la deuxième, c'était un enfant qui avait animé. Chouette, Ah hein. OK, super. Ah, mais alors là, tu vois, j'avais jamais, pour le coup, Génial, j'ai hein. fait avec des adultes, mais OK. Et ben, écoute, on mettra, je pense qu'on mettra les ressources sur la gestion des outils pour les enfants spécifiquement, mais je me note qu'il y a eu des cercles restauratifs qui ont fonctionné avec les enfants. OK, super. Mais encore Je une passe fois, je juste, une petite aparté, mais effectivement, alors des outils, il doit y en exister plein, hein, pour les conflits entre les enfants. Mais encore une fois, nous, en tant qu'adultes, si on accompagne bien nos enfants dans la gestion, déjà, la gestion de conflits, enfants-parents, entre frères et sœurs, accueil des émotions et cetera, bah, en fait, on leur donne implicitement des outils déjà, pour qu'ils arrivent à gérer les conflits. Parce qu'on va développer leur empathie, on va développer leur fonction cognitive, à travers tout ce que nous, on va faire, tout ce qu'on va produire, tous nos comportements, on leur donne déjà des outils pour gérer tout ça. Donc Ouais, et c'est d'autant plus plutôt que chouette. j'ai l'impression que dans un collectif, la problématique du conflit entre enfants, elle est plutôt après, elle se répercute en fait plutôt chez les adultes. Mmh. J'ai tendance à me dire que les enfants savent bien gérer les conflits entre eux, ou en tout cas, Ouais. les oublient assez vite. Par contre, c'est plutôt au niveau au-dessus, quoi, enfin, nous, les Ouais, adultes, on a tendance à pas oublier les conflits entre nos enfants. Donc, c'est et ça. c'est ça, et puis c'est surtout de se dire: «OK, C'est bah, plus s'il y a des facile. conflits chez les adultes, ça va se ressentir chez les enfants et ça peut effectivement générer des conflits chez les enfants derrière». Ouais, OK, cool. OK, bah, super, on va rester dans le timing. Juste pour terminer, je sais que donc toi tu as mis en place des consultations, soutien à la parentalité. Je sais pas si Oui, c'est exactement le terme. Est-ce que tu peux juste vite nous en parler, nous dire si on peut te solliciter ouais, dans ce bien sûr. cadre-là et comment? Ah, Heu, et il y a Jessica qui a une question. Bah, oui. Jessica, pose ta question, comme ça on la posera à l'oral possible. Bonsoir, bonsoir. OK. J'ai une question parce que j'ai vécu un truc, alors c'était pas en communauté, mais c'était au parc. Par exemple, mon Enfin, une fils, communauté. il a 4 ans, bah, quand il fait du vélo, il met un casque et en fait, il y a eu un petit garçon qui a fait du vélo, mais sans casque. Donc forcément, mon fils a voulu prendre son vélo sans casque. Donc il a fallu que je lui explique que, bah, pour nous, les règles, c'était, casque égale vélo ou pas de casque égale pas de vélo, quoi. Et je suis en train de monter un projet, d'habitat, collectif avec cette maman et cet enfant Mmh. et je me rends compte qu'on n'a pas forcément les mêmes, règles d'éducation. Alors je pense avoir eu le bon comportement avec mon fils, donc moi j'ai pas cédé. Je lui ai dit: «Bah, écoute, toi, si tu veux faire du vélo, bah, tu mets un casque». Et donc là, il m'a fait forcément un drame que, non, il voulait faire du vélo sans casque comme son petit copain. Donc au final, la maman est intervenue en disant à son fils que, ben, elle avait été peut-être un peu vite à autoriser, le vélo sans casque et que, voilà, elle a essayé de rattraper comme elle a pu. Bon, au final, mon fils a été, voilà, il a fait une grosse crise, donc j'ai fini par lui dire: «Écoute, non, voilà». Il est parti quand même avec le vélo, donc ça c'est monté un peu dans les tours. Donc j'ai fini que je suis partie avec mon fils et après la maman m'a envoyé un message en me disant: «Je suis vraiment désolée, c'est de ma faute si vous êtes partis, bah, enfin voilà, si ça s'est passé comme ça, je suis désolée». Donc moi je lui ai dit: «Non mais voilà, tu as pas à t'excuser, chacun a sa vision du truc». Mais du coup, bah, là forcément je me dis: «Bon, une fois au parc en passant, ça va, mais comment on Mmh. fait quand on est plusieurs familles?» Puisque moi le but c'est de créer vraiment un collectif avec des familles qui ont l'âge de mon fils à peu près.
Donc je me dis que si on n'a pas les mêmes façons de fonctionner, alors effectivement, on peut mettre certaines règles de base, mais il va toujours y avoir des trucs comme ça. Voilà, comment. Alors du coup, moi Jessica, je peux répondre à ta question sur ce sujet-là spécifiquement, parce Oui. qu'on a déjà abordé la question justement de la prise en compte des émotions et puis des règles juste avant. Mais alors sur la règle du casque à vélo, de toute façon, basiquement, la loi dit qu'un enfant de moins de 12 ans doit porter un casque. Si les parents décident de ne pas respecter la loi, ça reste leur problématique. Mais enfin, là, pour le coup, enfin, moi, en tout cas, je l'ai eu avec mon ado sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, les réseaux sociaux, c'est interdit avant de 13 ans. C'est comme ça, c'est marqué dans le règlement. Donc, en tant que parent, tu peux t'appuyer sur ce règlement pour dire, bah, de toute façon, la loi, elle est comme ça. Hein, enfin, à un moment donné, la loi s'impose quelque part à tout le monde. Donc c'est voilà. Et après sur la gestion de l'émotion de ton enfant, bon, on va pas revenir dessus, on Non, en a non, parlé un peu au début. bien sûr. Mais Euh, surtout, comment voilà. tu Mais gères sur les règles, ouais. le Mais fait. sur les règles du collectif, non, mais sur les règles du collectif, tu as deux choses. Tu as ce qu'on disait tout à l'heure sur comment tu travailles justement sur le règlement du collectif. Donc ça, c'est une discussion effectivement avec les autres parents. Bon, on ne pourra pas tout couvrir hein, parce que sinon, t'as pas, Non. enfin, tu fais un règlement qui fait 12 000 pages, quoi. Mais en tout cas, les règles collectives. Mais enfin, la base, c'est quand même le respect des règles de la société, en tout cas des lois. Donc voilà. Enfin, moi, en tout cas, c'est la réponse qui me vient le plus naturellement possible de dire, bah, en fait, tu vois, c'est comme les sujets. Moi, j'ai eu des sujets de drogue dans un collectif. Ils disaient, nous, on n'accepte pas les drogues. Je dis, bah, comment l'imposer aux autres? Bah, c'est simple, c'est interdit dans la loi. Donc, tu n'as pas besoin de l'imposer aux autres, en fait. Oui, oui. Donc, Et c'est dans vrai le collectif, que tu n'as pas le droit. Après, chez toi, tu fais ce que tu veux, mais. quand on est adulte, on comprend ces choses-là. Après, enfant, ça m'a fait la même chose une fois au Ouais, ouais. parc, où le Mhm. petit parc des enfants, à cause du Covid, était fermé. Et où tu Oui, arrives au parc et il y a des parents avec leurs enfants qui sont passés par-dessus, quoi. oui, oui, bah Et voilà. toi, tu Mais dis bon, à en ton tout fils, cas, non, c'est fermé. Et il te dit, bah oui, mais maman, regarde, il y en a qui sont dedans. oui, Oui, mais mais regarde, il y a une chaîne, c'est fermé. oui, oui. Et Alors ça, c'est un vrai sujet, mais tu vois, c'est justement la manière dont on transgresse les règles. Bon, là, on n'aura pas le temps d'aborder Non, forcément mais cette c'est un question. sujet du coup que moi j'aborde en soutien Ouais. à la parentalité. C'est des Mm. sujets, ça fait partie des sujets effectivement qu'on aborde Alors, ouais. sur ces Mais du coup, questions-là. peut-être qu'on en reparlera, enfin, on fera peut-être un webinaire spécifique justement sur comment on travaille sur ces règles de groupe, Mm. parce que enfin, on en avait déjà fait un, mais là, on pourrait en refaire un, je pense que ça ok. pourrait être intéressant. Du coup, Céline, avant de finir, est-ce que tu peux nous dire justement c'est quoi une consultation soutien à la parentalité? Parce que Mhm. ça, on n'a pas encore eu l'occasion d'en discuter. D'en Et discuter, puis, ouais. bah, du coup, si voilà, si on a envie de te solliciter, comment on peut le faire? Alors, moi à la base, effectivement, je reçois en cabinet les enfants, les familles, les ados pour des problématiques spécifiques. Maintenant, j'ai quand même constaté que dans les accompagnements que je faisais, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que les parents ne savaient pas par manque d'information en fait, tout simplement. Parce encore une fois, comme ce que je disais pour le cerveau plus tôt, bah, on n'y a pas accès forcément facilement, que ce soit par les médias, par la télé, et cetera, si on se pose pas nous la question de l'éducation. Donc on se retrouve parfois avec des enfants qui mordent, qui tapent, qui font des colères à répétition, qui voilà, où on a vraiment du mal à gérer. Et en tant que parent, en fait, au bout d'un moment, juste on n'en peut plus quoi. On est fatigué, on ne sait plus quoi faire, on n'a plus d'idées, voilà, on est épuisé. Donc du coup, j'ai proposé à ces parents-là que je recevais en accompagnement de travailler directement avec eux, sans l'enfant forcément, sans rencontrer l'enfant forcément, et de travailler comment on va communiquer avec notre enfant et de proposer également bah, toutes les billes, un peu ce que j'ai expliqué un petit peu ce soir, alors plus en profondeur, bien évidemment, avec d'autres outils que je propose pour mieux accompagner son enfant dans son développement et nous, en tant que parents, bah, mieux le comprendre et du coup, souffler un petit peu. Parce que le quotidien avec des enfants, c'est quand même pas simple, hein. Que ce soit des petits, des moyens, des grands, des pré-ados, des ados, chaque âge, chaque problème. Alors, je me souviens que ma mère me disait, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Alors, je sais pas si c'est le cas, Ouais. mais en tout cas, les consultations d'aide à la parentalité, l'avantage, c'est qu'elles se font en visio. Elles peuvent se faire en présentiel, mais en visio. Donc, du coup, on n'a pas besoin d'être forcément à Rambouillet, là où il y a mon cabinet.
et que bah, là, on propose des vrais outils concrets de comment je fais pour accompagner mon enfant et comment moi, ça va aussi me libérer émotionnellement. Donc en fait, ça s'est fait tout seul dans mes consultations. C'est comme ça que ça s'est présenté parce qu'il y a eu le besoin. Et je me suis dit, bah, je vais ouvrir vraiment des créneaux spécifiques à ça pour qu'on puisse avancer sur le sujet. Et moi, je me dis, mais c'est génial de pouvoir avancer là-dessus parce qu'il y a beaucoup de demandes de la part des parents et que, bah, waouh, bah, nos enfants, ils vont être quand même vachement bien, vachement sereins quand ils seront beaucoup plus sereins que nous. Parce qu'on a Tu m'étonnes. on a, Et donc, du coup, ça veut dire que pendant ces consultations-là, il y a quand même un travail parce que souvent on se dit dans les collectifs, on doit faire un travail nous individuellement, voilà, en tant que, même pas forcément en tant que parent, hein, en tant qu'adulte de base. Ça veut dire que tu travailles. Tu m'avais dit l'enfant intérieur. on Je sais peut, pas comment alors, ouais, tu l'avais on peut appelé. travailler. Alors, l'enfant intérieur, je sais pas si c'est le bon terme, parce que en fait, l'enfant intérieur, on le D'accord, sort à toutes les sauces. d'accord. Mais l'enfant intérieur, après, ça peut aussi dire des choses. C'est ok, bah avec les parents, effectivement, on va travailler sur eux. On va travailler parfois à des endroits qui piquent un peu, euh, mais ça va être bénéfique et pour eux et pour leurs enfants. Donc, effectivement, nous, on a aussi nos blessures d'enfants qui n'ont jamais été, on fait avec, en fait, on a grandi avec, on s'est construit avec. Alors, ça prendrait encore des heures à expliquer, Ouais, mais tout ce qui, toutes les blessures, nos blessures d'enfants qui n'ont pas été écoutées parce que nos parents, ils n'avaient pas les outils, les pauvres. Moi, je me dis, d'accord. ils n'avaient pas les mêmes outils qu'on a aujourd'hui. Nous, on a des super outils, il faut qu'on les utilise. Euh, et du coup, on s'est construit parfois avec des blessures, même si nos parents étaient bienveillants, hein, ça n'empêche pas. Hein. Mm. Et du coup, les comportements, si nous, nos comportements agissent sur nos enfants, vous imaginez bien que les comportements de nos parents ont agi sur nous. Et inconsciemment, on va ressortir des comportements que nos parents ont eus bah, avec nos enfants. Donc parfois, il suffit de retravailler aussi parfois sur son enfant intérieur pour effectivement changer les comportements qu'on va avoir. Et en changeant les comportements qu'on va avoir, effet systémique, ça va changer sur les comportements de nos enfants. Les enfants sont d'excellents thérapeutes pour leurs parents. Comme c'est des éponges, ils vont sentir toutes les émotions, les colères, les tristesses, les peurs. Ça va se manifester de manière sur eux avec des symptômes, par exemple, je sais pas, insomnie, crise d'angoisse, pipi au lit, colère, etc. Et en fait, c'est juste pour montrer aux parents, regarde, il faut que tu travailles là-dessus, toi. Et quand tu auras travaillé là-dessus, alors c'est inconscient, hein, tout ça c'est des processus inconscients, mais regarde, quand toi tu aurais travaillé là-dessus, maman ou papa, tu vas voir, ça va aller mieux. Et effectivement, je constate que je travaille beaucoup avec les parents en consultation, plus qu'avec les enfants finalement. Et parfois, juste en échangeant avec les parents, en expliquant les choses aux parents, que les parents aussi ils aient la parole, bah, parfois il suffit juste de ça, ça débloque toutes les situations, c'est de la magie. C'est génial. Donc Ok, voilà, tout bah, ça, super. c'est un peu un condensé de ce qui peut se passer en consultation, en aide à la parentalité. Donc Ok, c'est des super. conseils, c'est de l'accompagnement, voilà, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs choses sympas. Top. Et ben pour ceux que ça intéresse, je mettrai les informations pour te contacter, Céline. Et du coup, Laetitia, tu avais un Oui, mot à dire? je me permets, ça me démange, je suis désolée, mais j'aime tellement ce sujet pour le coup. Oui, je suis tellement d'accord avec Céline. En tant que parent, concrètement, nos enfants, je pense oui que ce sont d'excellents thérapeutes. Pourquoi? Parce que forcément, ça va réveiller des zones qu'on n'a pas réglées nous à la base. Et pour le coup, des émotions qu'on a planquées quelque part, qu'on a niées et qu'on a enfouies bien profond parce que à l'époque on nous a interdit, pour le coup, on ne nous a pas donné le droit d'exprimer cette émotion-là. On aura énormément de difficultés à accompagner notre enfant dans cette même émotion, tout simplement parce que Ah bah nous-mêmes, oui, bien on ne sûr. s'est pas donné le droit. Donc oui, le travail de la gestion des émotions, de la compréhension des émotions, et comme dit Céline, de tout ce dont on nous informe pas, alors que, mais dans un système, dans une société, je ne comprends pas qu'on n'ait pas tous cette base-là. Elle Ouais, est essentielle. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que c'est une base que je suis allée chercher. En général, quand on va chercher cette base, c'est qu'on en a un besoin vital à un moment donné. Ouais. C'est essentiel. exactement. Je ne comprends pas. Et j'ai un projet en tête. Céline, j'en discuterai avec grand plaisir avec vous. Et bah avec grand plaisir. Et Oui, ben oui, super. avec On grand en plaisir.
On va en reparler du coup. Pour ceux que ça intéresse, moi sur le site vivre-en-écolieu.fr, donc sur un des parcours, donc il faut être membre, mais c'est gratuit. J'ai mis des choses, des ressources sur tout ce qui est sociocratie avec les enfants. Je vais rajouter du coup le lien vers les cercles restauratifs que nous a indiqué Lola, donc de l'université du Nou. Je vais remettre des choses aussi sur la gestion des émotions. C'est un peu le sujet en ce moment. Et donc voilà, j'espère que ça aura été utile à tout le monde. Merci Céline. On avait encore 12 000 questions, hein, Ouais, je pense clairement, qu'il y avait pas mal. Alors, si je peux me permettre, Siam, de ouais. rapidement parler du groupe des émotions, si tu es OK. Oui, ouais, vas-y, je t'en prie. Très rapidement, en fait, grâce à Siam, j'ai pu avoir, enfin, j'ai la possibilité d'animer une communauté. J'ai voulu créer un lieu de partage entre parents d'un côté et, et professionnels de l'enfance de l'autre. Parce que je me suis rendu compte qu'en tant que thérapeute, moi de mon côté, j'ai plein de collègues thérapeutes, j'ai plein de collègues spécialistes de la petite enfance, et d'un côté, j'ai plein de parents qui sont parfois en galère et c'est compliqué pour eux, et qui pensent pas forcément ou qui n'ont pas forcément les moyens de venir faire une thérapie ou un accompagnement. Et je me suis dit bah, que ces gens-là, ils avaient aussi le droit de bénéficier de tous les outils que nous on a en tant que thérapeute et en tant qu'accompagnant de l'enfance. Et du coup, je me dis on va regrouper ces personnes-là au sein d'une communauté, et donc qui s'est faite sur Facebook. Et ce groupe s'appelle Mieux comprendre les émotions de son enfant. Donc on échange beaucoup. On propose des outils, les parents peuvent parler de leurs problèmes et on leur répond. Donc il y a plusieurs types de réponses possibles. En plus, dans les professionnels de l'enfance, il y a plein de métiers. C'est-à-dire que moi, OK, je travaille dans l'enfance, mais je ne connais pas tout. Et je suis trop contente de pouvoir m'entourer de personnes compétentes dans d'autres domaines de l'enfance que je ne connais pas spécialement. Donc comme ça fait des réponses multiples. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à nous rejoindre sur le groupe Mieux comprendre les émotions de son enfant, et de participer si le cœur vous en dit. Super. Et ben voilà, on va tous se retrouver là-bas. Et quel est le site web qui correspond au groupe c'est vivre en habitat participatif. Non, pardon. Attends, je vais le noter parce que c'est vivre-en-écolieu.fr. Je vais le noter dans le chat. Donc voilà, où on a vraiment toutes les infos, et puis vous avez aussi la newsletter, et puis je mettrai dans la prochaine newsletter, je pense que je mettrai le lien vers le groupe de Céline, et puis voilà les petits outils dont Céline nous a parlé, comme ça vous aurez toutes les informations. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Moi je vais programmer de nouveaux webinaires. On va parler d'éducation, d'instruction en famille, etc. bientôt. C'est pas encore programmé exactement, mais bientôt. Et si vous avez des sujets comme ça qui vous intéressent, vous me le dites sur le groupe, et moi je reprogramme des webinaires. C'est très égoïste parce que du coup moi ça m'aide aussi dans mon projet, mais voilà, si en plus tout ce que je peux trouver pour moi, je peux le trouver pour d'autres. C'était un petit peu l'objet du projet Vivre en habitat participatif. Donc n'hésitez pas. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Abonnez-vous pour suivre les futurs épisodes sur les communautés. Et moi, je vous dis à bientôt. To the mirror,